300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. 100 milliards de galaxies dans l'univers observable. En estimant à une dizaine le nombre moyen de planètes se rattachant à une étoile, on arrive à l'hypothèse vertigineuse de plusieurs centaines de milliards de planètes. Et vous imaginiez vraiment être seul dans l'univers ? Je crois que si on va dans l'espace, c'est d'abord en se disant qu'il y a peut-être quelqu'un de l'autre côté. Il n'y a pas d'obstacle infranchissable pour que ça ait lieu ailleurs. Depuis que l'univers s'est formé, il y a 13,7 milliards d'années, la probabilité qu'aient pu apparaître des formes de vie intelligentes est immense. Alors pourquoi ne sont-elles pas déjà entrées en contact avec nous? Est-ce le signe que nous sommes définitivement seuls dans l'univers? Que la vie n'est qu'un accident, fruit du hasard, sur notre petite planète bleue? L'exobiologie tente de répondre à ces questions, en recherchant des traces de vie extraterrestre dans l'univers qui nous entoure, l'univers proche, accessible, le système solaire et notre galaxie. L'exobiologie pose l'idée qu'il peut y avoir une autre genèse, qu'il peut y avoir d'autres formes de vie qui existent. Alors la question c'est est-ce que c'est des formes de vie qui ressemblent à celles qui sont apparues sur Terre, ou est-ce qu'on va tomber sur quelque chose de tout à fait différent? L'exobiologie, c'est un domaine en fait extrêmement large. Quand ce terme a été introduit, c'était la recherche de vie ailleurs. Depuis, c'est devenu, de façon très générale, l'étude de la vie dans l'univers, ce qui contient en particulier l'étude des origines de la vie sur Terre, la recherche de matières carbonées ailleurs que sur Terre, et bien évidemment la recherche de traces de vie ou de signes d'activité biologique dans d'autres environnements que celui de la Terre. L'exobiologie fait désormais le pari de la simplicité en s'intéressant aux formes de vie les plus rudimentaires, comparables à ce que l'on trouve sur Terre dans les profondeurs sous-marines. Tout ce qui peut permettre de démontrer que l'univers est fertile, favorable à la vie. En gros, pour faire la vie, il faut de la matière carbonée, de la matière organique, de l'eau liquide et de l'énergie. Donc, quand on va chercher la vie ailleurs, on va chercher des environnements où ces trois conditions, où ces trois ingrédients sont présents. Et ils ne sont pas présents partout dans le système solaire. Le terrain d'expérimentation, c'est les planètes du système solaire pour l'instant, et il est clair que là, il n'y a pas de forme de vie élaborée. On l'a pensé pour Mars. Pour Mars, Carl Sagan, en 77, en 76, avant d'envoyer Viking, avait défendu tout un tas d'idées absolument extraordinaires. Il pensait qu'il y avait des macrobes sur Mars, pas des microbes, mais des grosses bêtes. La mission américaine Viking fut la première mission spatiale menée dans le seul but de découvrir une forme de vie extraterrestre. Si les analyses chimiques pratiquées n'ont pas permis de démontrer la présence de composés organiques sur le sol martien, les découvertes effectuées ont considérablement fait avancer notre connaissance de la planète rouge. La mission Viking nous a permis de voir Mars d'une façon qu'on n'avait jamais observée avant. On a vu en particulier des traces d'eau liquide sur Mars il y a 3,5 milliards d'années, c'est-à-dire à une époque même où la vie apparaissait sur Terre. Sur les 500 premiers millions d'années, les conditions sur Mars étaient très proches de celles de la Terre. Il est donc possible que la vie soit apparue en même temps sur les deux planètes. Les prochaines missions permettront peut-être de trouver des fossiles de cette vie passée, ou mieux encore, des niches où elle sera parvenue à se réfugier, sous la surface de la planète rouge. Nous attendons avec grande impatience une mission qui sera capable de forer un petit peu quelques mètres, et cette mission, eh bien, c'est ExoMars, prévue actuellement pour 2011. Le véhicule ExoMars passera plusieurs mois sur la planète. Il pourra prélever et analyser des échantillons de roches et effectuer des forages jusqu'à 2 mètres sous la surface.
peu plus loin dans notre système solaire, on trouve d'autres très beaux candidats à la vie. Parmi ceux-ci, Titan, le plus gros satellite de Saturne, le seul du système solaire à posséder une atmosphère dense. En 2005, la sonde Huygens est entrée dans l'atmosphère de Titan. Les images réalisées montrent d'étranges ressemblances entre la surface de ce satellite et certains paysages terrestres. La mission Cassini-Huygens a également démontré la présence d'une chimie carbonée complexe à la surface de Titan, confirmant la présence de l'une des meilleures atmosphères prébiotiques du système solaire. Maintenant, il y a une chose qui manque sur Titan, du moins en surface, c'est l'eau liquide. Il fait froid, on est très loin du Soleil, et la température à la surface de Titan, c'est environ moins 170 degrés centigrades. Néanmoins, on a des modèles de la structure interne de Titan, donc, qui essayent d'imaginer ce qui se trouve sous la croûte solide. Et ces modèles sont tous d'accord pour imaginer qu'il y a un océan d'eau liquide, un mélange d'eau avec quelques 10%, 15% d'ammoniac. Donc de l'eau liquide, de la matière organique, il y en a, on le sait. On ne peut pas exclure qu'il y ait peut-être sur Titan la vie. Autre objet d'étude pour les exobiologistes, Europe, l'un des satellites de Jupiter. Les photos réalisées en 1996 par la sonde américaine Galileo montrent une boule de glace entaillée de larges cicatrices. Une surface couverte d'icebergs géants semblant reposer sur un sous-sol fluide. Sous cette croûte de glace, Europe posséderait elle aussi un océan d'une épaisseur d'environ 100 km. Et Europe nous intéresse particulièrement parce que l'eau liquide doit être en contact direct avec les silicates, avec la roche qui est sous l'océan interne. Donc des conditions qui sont assez voisines de ce que l'on trouve sur Terre au voisinage des sources hydrothermales, qui sont des environnements extrêmement propices, d'après ce que nous pensons, pour l'éclosion de la vie. Et au-delà du système solaire ? Désormais, les astronomes disposent d'outils d'observation qui leur permettent de repérer des planètes situées hors de notre système solaire, ce que l'on appelle des exoplanètes. Depuis 1995, plus de 190 exoplanètes ont été détectées autour d'étoiles proches. Pour l'instant, compte tenu des techniques utilisées, ces découvertes se sont limitées à des planètes de grande taille, comparables à Jupiter ou à Neptune. En 1995, pour la première fois, on découvre donc des exoplanètes. Et on se rend compte que c'est pas une erreur et tout. Et surtout, on se rend compte que ces exoplanètes ne sont pas du tout comme on croyait qu'elles devaient être, et surtout là où elles devaient se trouver. C'est-à-dire des grosses planètes gazeuses très proches de leur Soleil, avec une révolution très rapide, une durée de vie assez courte et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui est intéressant, c'est que quasiment dans les jours qui ont suivi, on s'est rendu compte qu'il y en avait partout. L'Europe, et particulièrement le CNES avec la mission COROT, et la NASA avec la mission Kepler, développe des satellites équipés de télescopes conçus pour détecter depuis l'espace, loin de notre atmosphère, de nouvelles exoplanètes, plus proches du type terrestre. Avec COROT, il sera possible de détecter plusieurs dizaines de planètes, dont certaines ne devraient avoir que 2 ou 3 fois la dimension de la Terre. Plus loin dans le temps, dans les années 2020-2025, la mission Darwin de l'ESA, constituée d'une flottille de 6 télescopes, permettra la détection directe des exoplanètes et la recherche d'indices de vie dans les atmosphères de certaines d'entre elles. Nous aurons alors peut-être la chance de faire partie des premiers hommes à connaître l'existence d'une forme de vie extraterrestre. Notre histoire qui nous paraît si longue, c'est vrai qu'à l'échelle d'une vie humaine, c'est extrêmement long tout ça, mais par rapport à l'histoire de l'univers et par rapport à ce que ça peut représenter, on est vraiment au tout début. On est vraiment au niveau de ces pauvres primates hominidés dans 2001 qui viennent palper le monolithe en se demandant qu'est-ce que c'est que ce nouveau caillou et qui finalement ne comprennent rien à ce qui est en train de leur arriver. Donc je crois que c'est plutôt l'image qu'il faut retenir, c'est-à-dire que notre histoire commence à peine et c'est la suite qui risque d'être intéressante.